Dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs. La solennité du moment impose le respect et l'hommage rendu aux victimes des événements qui ont conduit à l'avènement de la démocratie au Mali. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, au nom du président de la transition, fera comprendre que les autorités de la transition sont dans la dynamique de matérialiser l'idéal démocratique dans notre pays à travers chaque action entreprise. 12 milliards de francs CFA désormais mis à disposition pour une coordination accrue et l'utilisation de nouvelles technologies pour prévenir la rareté des ressources. Le gouvernement et ses partenaires conjuguent les efforts à travers ce nouveau plan budgétisé. Aluseynou Touré nous donnera plus d'explications. Saveurs, culture et développement local au cœur de la deuxième édition du Festival de la Mangue. L'événement a donné son top départ ce mercredi et ce pour 5 jours. Acteurs de la filière et grand public autour d'un objectif commun, promouvoir la richesse de la mangue et encourager sa transformation. La voix du Mali résonne à Yaoundé au Cameroun à la faveur de la 14e conférence ministérielle de l'EMC. Les travaux ont commencé aujourd'hui. Les enjeux sont multiples pour redéfinir les règles du commerce à travers une réforme pleine et totale de l'organisation. Bonsoir à tous. Nous sommes le 26 mars. La date est symbolique. On se souvient, le monde n'a pas oublié et les autorités de la transition sont dans la dynamique de matérialiser l'idéal démocratique si chèrement acquis en ce jour il y a 35 ans. La cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs au monument des martyrs a été un moment de solennité qui impose le respect et l'hommage rendu aux victimes des événements qui ont conduit à l'avènement de la démocratie au Mali. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, au nom du président de la transition, fera comprendre que cette commémoration est un devoir de mémoire et une indication très claire de la volonté des autorités de la transition de maintenir le flambeau d'un Mali libre, uni, en paix et stable. On l'écoute au micro de Mamadi Koné et Aliou Touré. Il y a 35 ans, exactement, des Maliennes et des Maliens ont payé le sacrifice ultime pour un idéal démocratique. Au nom de son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, au nom du gouvernement, du peuple malien et à mon nom propre, je voudrais rendre un hommage mérité à ces victimes de ces événements tragiques, tout en implorant le bon Dieu d'accepter les personnes décédées au paradis et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés. La commémoration de la journée des martyrs revêt plusieurs symboliques. Outre le devoir de mémoire, c'est une indication très claire de la volonté de nos plus hautes autorités de matérialiser à travers différentes actions cet idéal démocratique. Il y a plus de 35 ans, je pense que nul ne peut contester le fait que la pratique et l'exercice démocratique dans notre pays est connu des acquis qu'il faut consolider. Toutefois, force est de constater que dans le même temps et simultanément, cette pratique démocratique a connu de grandes difficultés, des difficultés qu'il faut corriger afin d'avoir justement une démocratie quasiment parfaite. Ceci est notre souhait. À titre de rappel, les dysfonctionnements de la pratique démocratique sont en partie la cause de la crise multidimensionnelle que le Mali connaît depuis 2012. En partie, car bien entendu, il y a d'autres causes exogènes. À titre de rappel, en 2012, nous avons perdu plus de 70% de notre territoire avec son lot de victimes civiles et militaires, maliennes comme étrangères. Je voudrais ici, au nom du chef de l'État, leur rendre également un vibrant hommage.
C'est compte tenu de toutes ces difficultés que son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a décidé de donner la parole aux Maliens, toute la population malienne, afin justement qu'elle puisse procéder à un diagnostic sans complaisance de la situation politique, socio-économique de notre pays, ce qui a été fait. À l'issue des assises nationales de la refondation, le peuple malien a formulé 517 recommandations qui constituent le socle de la refondation et le socle du Mali Koura auquel nous aspirons tous et qui constitue la boussole du chef de l'État, bien entendu, du gouvernement et de toutes les institutions, en particulier durant ce moment de transition. Les résultats de la mise en œuvre de quelques recommandations sont déjà tangibles et perceptibles. Nous pouvons mentionner l'amélioration substantielle de la situation sécuritaire, l'équipement de nos vaillantes forces armées et de sécurité, la reprise de plusieurs sanctuaires terroristes, notamment la région de Kidal et d'autres localités, l'adoption d'une nouvelle constitution, la constitution du 22 juillet 2023, la relecture du code minier, l'adoption du contenu local, afin, pour reprendre les propos du chef de l'État, que l'or brille pour tous les Maliens, ce qui est aujourd'hui perceptible et tangible, comme je l'ai rappelé. Nous pouvons également mentionner dorénavant les édictions des trois principes qui guident dorénavant l'action publique dans notre pays. Parce que nous avons tous compris que les questions de souveraineté au Mali sont non négociables et constituent la cheville ouvrière à la fois de la refondation et du Mali Koura. L'adhésion également de notre pays à certaines initiatives régionales. Je voudrais ici mentionner la Confédération des États du Sahel, qui repose justement sur des principes de souveraineté, une confédération qui aspire à devenir une puissance régionale. Également, on peut également mentionner dans la même veine, dorénavant l'adoption d'une vision prospective pour notre pays jusqu'en 2063, à savoir Mali Koura Nyatasra Kaben Samba Flani Bioroni Sabama. Aussi autant d'actions qui matérialisent le processus de refondation dans notre pays. Mais nous restons conscients que les défis et les difficultés existent toujours. Et ces défis et ces difficultés seront résolus s'il plaît à Dieu. Toutefois, je voudrais également, en tout cas, indiquer que le processus de refondation repose sur un prérequis extrêmement important, c'est la réalisation de la cohésion nationale. Je voudrais ici, au nom du chef de l'État, remercier et saluer l'engagement et l'abnégation et la résilience du peuple malien, du vaillant peuple malien, face aux assauts de l'ennemi, face aux difficultés de la vie quotidienne. Également, demander à notre peuple de rester vigilant, de rester mobilisé et de ne pas céder aux sirènes de la division, de la désinformation et des différentes malversations de nos ennemis. Le Mali Koura auquel nous aspirons est une réalité. C'est une aspiration extrêmement profonde et s'il plaît à Dieu, tous les objectifs qui nous ont été assignés par le peuple à l'issue des assises nationales de la refondation et à l'issue d'autres forats qui se sont tenus au Mali et également à l'extérieur, à l'endroit de notre diaspora, s'il plaît à Dieu, seront pleinement atteints. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. À la cérémonie, on notait la présence des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, des diplomates accrédités dans notre pays et des acteurs du mouvement démocratique. Ne partons pas loin du monument des martyrs. Traversons la route pour nous installer dans la grande salle de la pyramide du souvenir qui abrite à chaque 26 mars un colloque d'envergure au cœur des échanges, sécurité humaine et récomposition socio-technologique au Mali, dynamique gouvernance et résilience dans un Mali confronté aux défis post-2012. Moussa Kamara. Lieu chargé d'histoire, la pyramide de souvenirs devient le temps d'un colloque.
un espace de réflexion et de mémoire. Chercheurs, acteurs du mouvement démocratique et autorités s'y retrouvent pour revisiter le passé et interroger l'avenir. Objectif, analyser les mutations en cours, comprendre la dynamique des crises et surtout proposer des pistes pour renforcer la gouvernance et la résilience des populations. Ce colloque, c'est pour commémorer cette journée mémorable qui est un grand jour de souvenir pour le peuple malien. C'est le lieu de penser à tous les hommes et femmes, mais c'est aussi un moment de partage de communion pour ensemble se donner la main pour bâtir le nouveau Mali qui est très cher aux plus hautes autorités du Mali. Donc je voudrais saluer les organisateurs pour le choix du thème qui parle de recomposition socio-technologique, qui parle de numérique, mais qui parle aussi de gouvernance en lien avec la société. Les acteurs du mouvement démocratique, eux, rappellent les sacrifices consentis pour l'avènement de la démocratie au Mali, un héritage qu'ils appellent à préserver face aux défis actuels. Il y a eu une répression incroyable pendant cette période. Nous avons qualifié ces périodes de journées chaudes, de journées fiévreuses. On ne peut que vraiment se remémorer chaque année et revenir sur cette journée pour que les gens se rappellent que non seulement beaucoup sont morts, mais d'autres continuent et que l'histoire du pays continue. Le 26 mars pour moi est une journée de mémoire. Et qui dit mémoire dit acte de souveraineté historique. Il s'agit juste de se recueillir, de se rappeler, de se remémorer de ces hommes, de ces femmes, de ces jeunes, de ces filles à la fleur de l'âge qui ont péri pour avoir réclamé simplement la liberté, un mieux-être et un mieux vivre. Au-delà de la commémoration, ces colloques se veulent aussi un cadre de propositions. Comment renforcer la sécurité humaine? Comment adapter les réponses aux mutations technologiques et sociales? Autant de questions au cœur des débats. Nous savons aujourd'hui que l'innovation technologique est au cœur des stratégies de stabilisation du Mali avec l'utilisation des drones, les systèmes d'alerte précoce, ensuite les médias sociaux, la cybercriminalité. Donc c'est pour dire que cette année, nous avons pris les aspects sociaux de la crise post-2012 et également l'impact de l'innovation technologique dans les questions de résilience et les questions également relatives à la stabilisation du Mali. Entre mémoire et perspective, ce colloque rappelle une évidence. Le sacrifice des martyrs ne prend tout son sens que s'il éclaire les choix d'aujourd'hui. Et dans un Mali en quête de stabilité, ce souvenir devient un acte d'engagement pour l'avenir. Et en lecture à présent ce communiqué du ministère de la Sécurité et de la Protection civile dans le cadre du renforcement du dispositif de sécurité et la facilité de communication entre les services de sécurité et les usagers. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile informe la population de la mise en service des numéros verts courts à 3 chiffres. Ces numéros sont accessibles gratuitement 24 heures sur 24 sur l'ensemble du territoire national depuis tous les réseaux de téléphonie en service au Mali. Police nationale 101, Gendarmerie nationale 111, Protection civile 122, Secrétariat permanent de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre 133, Office central des stupéfiants OCS 135, Centre de coordination de gestion des crises 144, Garde nationale 145. Le ministre de la Sécurité de la Protection civile invite la population à un usage responsable de ces numéros exclusivement réservés aux situations d'urgence afin de garantir une prise en charge efficace et efficiente des sollicitations. Le ministre en charge de la sécurité sait compter sur la bonne compréhension et l'esprit de civisme de tous. Et si on s'immergeait à présent dans l'univers des Fakemers, entendez par là les femmes d'Afrique et culture mémorielle de Rufisque, les Tanti, mémoire vivante de l'ascension intellectuelle de la femme malienne, célèbre la Journée internationale des droits de la femme. Elles étaient réunies autour du thème « Les défis que rencontrent les femmes quant à la jouissance de leurs droits ». Le point de la conférence avec Koumba Sissé. La promotion des femmes, des jeunes et des enfants, c'est ça notre souci. C'est par l'hymne de la FAC-MR,
Femmes d'Afrique et culture mémoriale de Rufisque que les activités de cette conférence qui commémore la Journée internationale de la femme ont débuté. Ces femmes leaders suivent le parcours de leurs doyennes venues de Rufisque au Sénégal après la fin de leur cycle de formation à Dakar. À l'époque, ces dernières se sont battues pour la promotion des droits des femmes. Et ce 25 mars, les débats tournent autour du thème « Défis que rencontrent les femmes quant à la jouissance de leurs droits ». Ce thème a constitué une préoccupation majeure pour les membres fondatrices de l'association Femmes d'Afrique et Culture Mémoriale de Rufisque, FACEMER. Leur lutte a rencontré certains succès qui ont servi de base à la poursuite de l'acquisition des droits légitimement revendiqués par les femmes. Ce processus a été à l'origine de la signature par le Mali de différentes lois, conventions reconnaissant les droits des femmes. Cependant, le constat est que les femmes du Mali bénéficient théoriquement de droits qui est difficile d'exercer concrètement. Avec l'implication des anciennes ministres en charge de la promotion de la femme, dont beaucoup d'entre elles étaient présentes à cette conférence, plusieurs avancées ont été enregistrées. Parmi lesquelles l'adoption de la loi 2015-052 du 18 décembre 2015 instituant des mesures de promotion du genre dans l'accès aux fonctions nominatives et électives, l'élaboration et la mise en œuvre de politiques et stratégies nationales en faveur du genre et de l'autonomisation des femmes, le renforcement des mécanismes de lutte contre les violences basées sur le genre, la tenue des états généraux sur la condition de la femme, de l'enfant et de la famille, le lancement du projet de l'accès des femmes aux documents administratifs, le projet d'industrialisation de la filière tomate en cours, la promotion de l'éducation des filles et de l'entrepreneuriat féminin, entre autres pour ne citer que ceci. Ces efforts traduisent la volonté des plus hautes autorités de faire des droits des femmes une priorité nationale. Où se situent exactement les obstacles par rapport à l'application de certains de ces textes? Pour ces femmes leaders, il est important d'identifier ces obstacles et proposer des pistes de solutions pour que les femmes maliennes puissent s'épanouir en jouissant de leurs droits. Sur un tout autre sujet, 12 milliards de francs CFA désormais mis à disposition pour une coordination accrue et l'utilisation de nouvelles technologies pour prévenir la rareté des ressources. Le gouvernement et ses partenaires conjuguent les efforts à travers ce nouveau plan budgétisé. Aouloussine Touré nous explique. Le ministère des Affaires étrangères a servi de cadre ce 25 mars 2026 à une étape cruciale pour la résilience nationale, la session de partage du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire. Dans un contexte marqué par des défis climatiques et sécuritaires, ce plan 2026 se veut le cadre de référence unique pour coordonner les interventions humanitaires à travers tout le pays. Le plan national de réponse 2026 propose un ensemble d'interventions ciblées, articulant actions d'urgence et initiatives de renforcement de la résilience. Toutefois, la portée de ces efforts demeure étroitement liée à la qualité et à la cohérence de notre partenariat. C'est pourquoi nous attachons une importance particulière à un alignement renforcé de nos interventions dans un esprit de complémentarité, de transparence, mais surtout de responsabilité partagée. La présente session vise ainsi à consolider ce cadre de collaboration, à favoriser une compréhension commune des priorités nationales et à encourager un engagement renouvelé en faveur de leur mise en œuvre. Je reste convaincu que malgré les contraintes actuelles, notre engagement collectif constitue un atout déterminant pour répondre efficacement aux besoins des populations les plus vulnérables. Les chiffres du cadre harmonisé de novembre 2025 sont éloquents. Plus de 1,5 million de personnes sont actuellement en situation de crise,
ou d'urgence alimentaire au Mali. Face à cette urgence, le gouvernement, via le commissariat à la sécurité alimentaire, multiplie les initiatives allant de la distribution de céréales aux filets sociaux, malgré une réduction drastique des ressources financières. C'est un budget global de 12,7 milliards de francs CFA qui a été mobilisé par l'État. C'est considérable. C'est dur que l'État est en train de prendre en main l'ensemble des interventions, en tout cas en première ligne, qui concernent l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Mais nos partenaires techniques et financiers viennent en appui de ces efforts-là. Et c'est pourquoi nous sommes venus partager avec eux les documents et recueillir aussi leurs intentions, leur planification concernant cet appui-là. Pour les partenaires techniques et financiers représentés ici par l'Union européenne et le PAM, l'heure est à l'action collective. Le PNR 2026 mise sur une innovation majeure, l'utilisation commune d'outils de suivi informatique et de l'intelligence artificielle pour un ciblage plus précis des populations vulnérables. La limitation des ressources financières nous oblige à prioriser notre assistance. Il est impératif de concentrer nos efforts en couplant l'assistance alimentaire à des interventions de relèvement précoce, d'activités génératrices de revenus et d'agriculture d'urgence. Les acteurs de la sécurité alimentaire au Mali restent engagés à soutenir le gouvernement du Mali dans la mise en œuvre du plan de réponse 2026 et continueront à travailler en étroite collaboration avec tous les partenaires. En alignant les interventions sur la vision Malikoura 2063, le gouvernement et ses partenaires s'engagent vers une souveraineté alimentaire durable, car, comme le rappelle la sagesse locale, une seule main ne peut attacher un pagne. Session d'apprentissage pour mieux répondre à l'urgence, sauver des vies et renforcer la résilience des communautés. L'UNFPA et ses partenaires ouvrent une nouvelle étape avec l'appui de la République de Corée à travers la COICA, un programme qui va couvrir plusieurs régions du Mali, notamment Mouti, Badiangara et Ségou. Une initiative qui place l'humain au centre de l'action, nous disent Moussa Kamara et Julie Traoré. À Bamako, au cœur des instances décisionnelles, experts, partenaires techniques et financiers ainsi qu'autorités nationales se mobilisent autour d'un objectif commun, mieux comprendre les enjeux, renforcer l'efficacité des interventions et veiller à ne laisser personne de côté. Dans la salle, les échanges sont francs et nourris par les réalités du terrain. Cette session s'impose comme une véritable plateforme d'action où il s'agit à la fois d'évaluer les interventions, de partager les expériences et ajuster les réponses humanitaires en fonction des besoins. Déployés dans les régions de Mopti, Banyagara et Ségou, le programme régional 2024-2027 cible les zones les plus vulnérables. Il propose un accès à des services essentiels, notamment en santé reproductive, en prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre et le soutien psychosocial. Cette session de travail aujourd'hui constitue une plateforme stratégique pour mesurer les chemins parcourus. Nous avons assuré le fonctionnement des dispositifs essentiels, 2 équipes médicales mobiles, 57 formations sanitaires, 2 one-stop centers. À l'issue de l'année 2025 qui vient de se terminer, le bilan est porteur d'une immense fierté, mais aussi d'espoir. Plus de 96 573 femmes, hommes et jeunes ont bénéficié de ce projet. Pour les autorités maliennes, l'enjeu est désormais de dépasser la logique d'urgence pour inscrire ces actions dans la durée afin de bâtir des communautés plus résilientes. Cette rencontre est un exercice qui nous permettra de faire le point de la mise en œuvre et de discuter sur les prochaines étapes. Les attentes du gouvernement vis-à-vis de vos réflexions sont grandes. Nous comptons sur des recommandations qui serviront de socle à la formulation de la phase ultérieure du projet et au développement de nos prochaines stratégies nationales. Dans un contexte marqué par des crises persistantes, cette session d'apprentissage apparaît comme un tournant décisif. Au-delà des stratégies et des plans d'action, une priorité s'impose, sauver des vies aujourd'hui tout en posant des bases de communautés plus fortes, plus résilientes et porteuses d'espoir pour demain.
Les confessions religieuses et les traditionalistes se mobilisent en faveur de la paix au Sahel. C'est à la faveur d'un forum régional national. Les échanges permettront de dégager des voies et moyens visant à bâtir une architecture de paix dans le Sahel, nous précise Awa Ditma Kamara. Au Sahel, la question de la paix reste au cœur des préoccupations. Entre défis sécuritaires, tensions communautaires et crise sociale, les populations aspirent aujourd'hui plus que jamais à la stabilité et au vivre ensemble. C'est dans ce contexte que s'est ouvert à Bamako le Forum sahélien sur la paix. Il réunit des participants venus de divers horizons. Chrétiens, musulmans et adeptes des religions traditionnelles se retrouvent pour échanger et réfléchir ensemble aux solutions possibles. Un véritable cadre d'échange voulu par Sahel Peace Initiative et financé par Catholic Relief Service. Cette initiative a été prise en novembre 2019 par des évêques de 5 pays, le Burkina, le Niger, le Mali, la Côte d'Ivoire et le Ghana. Face aux nombreux défis auxquels ces pays étaient confrontés, notamment à cause de l'extrémisme violent et le terrorisme, comme vous le savez, les premiers responsables de l'Église se sont donné ce devoir, cette responsabilité de travailler à la paix, d'apporter leur contribution afin que cette région de l'Afrique connaisse la paix. Cette initiative pour la promotion de la paix au Sahel est une initiative très importante parce qu'elle vise le futur de l'Afrique. Elle vise le futur de nos jeunes aujourd'hui qui se font enrôler dans les activités d'extrémisme violent. Donc nous, avec les leaders religieux, ensemble, nous pensons qu'ils représentent une force qui peut prendre des actions concrètes pour aider à ramener la paix dans le Sahel et dans l'Afrique de l'Ouest plus largement. Pendant 2 jours, les participants partageront leur expérience et leur vision pour une paix durable en Afrique de l'Ouest. Puissions-nous nous donner toujours la main et nous mobiliser ensemble pour contribuer à l'édification harmonieuse de nos sociétés en proie à la violence en vue de la résurrection d'une Afrique de l'Ouest nouvelle. À la fin de cette rencontre, nous souhaiterions être des ambassadeurs pour la consolidation de la paix au Mali et dans le monde. Cette initiative est perçue comme une avancée importante. Elle vient en appui aux différents efforts des autorités de la transition et contribue à alléger le poids des défis liés à la cohésion sociale et au vivre ensemble. La stratégie globale de la paix dépend de nos institutions, mais le soutien pour ces stratégies dépend de la population. Donc un grand pan de la population et les leaders religieux et les leaders traditionnels qui ont bien compris les messages de nos plus hautes autorités d'être ensemble avec lui pour bâtir la paix. Pour rappel, Sahel Peace Initiative est une organisation engagée dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Elle est présente au Ghana, en Côte d'Ivoire ainsi que dans les pays de l'AES. Elle œuvre à renforcer le dialogue entre les communautés pour la paix. Vous devez la sentir, l'arôme de la mangue de chevaux en cet instant précis. Oui, non. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à partir au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ où se tient pendant 5 jours la 2e édition du Festival de la mangue. L'événement a donné son top départ ce mercredi. Acteurs de la filière et grand public autour d'un objectif commun, promouvoir la richesse de la mangue et encourager sa transformation. Mariam Koné pour le RTM était au lancement. Elle nous dit que le rendez-vous allie à la perfection, tradition, innovation et dynamisme économique. Suivons ensemble. Au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ, une ambiance singulière attire chaque année des centaines de visiteurs. Entre éclats de couleurs, effluves sucrés et rythmes de musique traditionnelle, le Festimang s'impose comme un événement incontournable. Né en 2025, ce festival célèbre l'un des fruits les plus emblématiques du Mali. Au Mali, la mangue n'est pas seulement un fruit, elle est un symbole de richesse agricole, d'opportunités économiques et d'espoir pour notre jeunesse. Le Mali est aujourd'hui l'un des plus grands producteurs de mangue en Afrique, avec une production estimée à plusieurs centaines de milliers de tonnes chaque année.
La filière génère plus de 10 milliards de francs CFA par an pour l'économie nationale et constitue le deuxième produit agricole d'exportation après le coton. Mais malgré ce potentiel extraordinaire, une grande partie de cette richesse reste encore insuffisamment valorisée. Véritable levier de développement, cette édition met l'accent sur la transformation de la mangue, présentée comme un moteur d'emploi et de dynamisation des économies locales. Il est un impératif aujourd'hui de changer de paradigme. Transformer la mangue, c'est créer de la valeur ajoutée. C'est prolonger la durée de vie du produit, diversifier ses usages, conquérir de nouveaux marchés et renforcer la compétitivité de notre économie. Transformer la mangue, c'est créer des emplois pour la jeunesse. Que la mangue, c'est un produit diabolique. C'est vraiment diabolique. Un produit qui a une capacité de mobilisation, une capacité de rassemblement, une capacité de générer des ressources assez importantes et surtout d'emploi de jeunes. Cette année, l'événement accueille l'Espagne en tant que pays invité d'honneur, renforçant ainsi les échanges économiques et le partage d'expériences agricoles. La mangue n'est pas seulement un fruit. Si vous regardez la couleur, c'est la couleur de l'or. L'Espagne a une expérience solide dans le développement agricole, l'irrigation, la transformation agroalimentaire et l'exportation. Mais soyons clairs, il ne s'agit seulement de partager un savoir-faire. Il s'agit de construire un partenariat concret, durable et mutuellement bénéfique. Nous voyons un potentiel réel dans la transformation des produits pour réduire les pertes et augmenter la valeur ajoutée. Mon département apprécie, encourage vraiment le promoteur et toute son équipe. Et je pense que c'est un début de collaboration parce que nous venons avec comme appui la formation déjà dans la transformation de la mangue. Avec un programme riche mêlant économie, culture et gastronomie, le Festimang s'affirme progressivement comme un rendez-vous majeur au Mali. Une importante délégation gouvernementale a parcouru des dizaines de stands où s'expose une remarquable diversité de produits. Mangue fraîche, jus naturel, confiture, mangue séchée et autres produits transformés. Les visiteurs dégustent, échangent avec les producteurs et découvrent les techniques de transformation locale. Le festival prévoit en outre des panels consacrés à la filière ainsi que des animations culturelles étalées sur 5 jours. Oui, c'est jusqu'au dimanche. La voix du Mali résonne à Yaoundé au Cameroun à la faveur de la 14e conférence ministérielle de l'EMC. Les travaux ont commencé aujourd'hui. Les enjeux sont multiples pour redéfinir les règles du commerce à travers une réforme pleine et totale de l'organisation. La délégation est conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce, Moussa Alassane Diallo. Le compte rendu de nos envoyés spéciaux à Yaoundé, Thiemro Konaté et Idrissa Traoré. L'économie mondiale dans la balance commerciale à Yaoundé. Nous sommes de plein pied dans la 14e conférence ministérielle de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Un événement à dimension internationale, objet d'une mobilisation grandeur nature ici au palais des congrès de Yaoundé. Pour cette cérémonie d'ouverture, le Cameroun a revisité ses potentialités artistiques et culturelles. Les troupes artistiques ont effectué des prestations devant un parterre de participants. Question de leur souhaiter la bienvenue comme le veut la tradition. Puis exécution de l'hymne national. Cette rencontre de haut niveau qui regroupe tous les pays membres de l'OMC s'ouvre dans un contexte de défis économiques en matière commerciale plus ou moins fondé sur ce qu'on pourrait qualifier de rapports de force entre les États. Il s'agit de la défense des intérêts personnels au détriment des intérêts collectifs. Conséquence, le multilatéralisme peine à prendre véritablement son envol. L'urgence s'impose d'inverser la tendance. Il y a certainement toutes les questions liées aux prises de décision. Le traitement spécial est différencié, mais aussi et surtout l'égalité dans les conditions. En dehors de l'OMC, il y a des groupes qui s'organisent pour jouer le même rôle que l'OMC. Et ça, c'est un défi et même un obstacle au développement du commerce entre les pays du monde.
Et c'est pourquoi toutes ces questions-là doivent venir au cœur des débats pour que des orientations claires puissent être décidées par l'ensemble des pays membres afin que nous puissions en sortir. Et par rapport au commerce électronique, il y avait un moratoire qui avait été adopté par l'ensemble des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce. Et ce moratoire s'expire le 31 mars 2026. Faudra-t-il renouveler ce moratoire? Le Mali, pour sa part, entend faire le plaidoyer pour révolutionner son secteur commercial en mettant l'accent sur l'industrialisation. Une place de choix sera accordée à la filière coton. Le Mali, en tant que président du C4, le comité des 4 pays producteurs du coton, le Bénin, le Burkina, le Mali et le Tchad, plus la Côte d'Ivoire, va être très attentif par rapport à tous les débats qui vont avoir lieu sur le coton. Et enfin, le dernier point que nous allons suivre, c'est toutes les questions liées au renouvellement de la 3e phase du cadre intégré renforcé pour lequel le dossier est déjà bouclé, les contributions commencent à venir. Le temps est ainsi donné et c'est pour 4 jours ici au Palais des Congrès de Yaoundé pour la 14e conférence ministérielle de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Une rencontre aux multiples défis qui ouvre la réflexion sur les mécanismes de refondation de l'institution. Pour y parvenir, il est attendu à l'issue des travaux une série de résolutions devant définir les nouvelles orientations. Cette haute cérémonie d'ouverture, mais ici au Mali, il s'agit de la 11e édition du Forum international de l'entrepreneuriat du Mali. Mine et souveraineté, l'or doit briller et les entreprises maliennes doivent prospérer. C'est le thème inspirant choisi par les organisateurs, nous confie Aliou Abdoulaye Touré. Le Centre international de conférence de Bamako accueille le Forum international de l'entrepreneuriat du Mali. Ce forum réunit des chefs d'entreprise, investisseurs universitaires sur la valorisation des initiatives entrepreneuriales. Le message du promoteur du forum se résume en un seul mot. Je remercie le gouvernement, je remercie l'ensemble des partenaires. 11 ans, c'est grâce à vous, les partenaires. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés par 75 sponsors. Selon le président du Conseil national du patronat du Mali, l'entrepreneuriat demeure l'un des moteurs du développement économique et social. Nos entrepreneurs, qu'ils soient jeunes, porteurs de projets ou chefs d'entreprise expérimentés, constituent une richesse inestimable pour notre nation. Nous devons donc collectivement, ensemble, encourager l'innovation et la créativité entrepreneuriale. Et Dieu seul sait que nos jeunes sont créatifs. Faciliter l'accès au financement. Le secteur minier constitue l'un des piliers de l'économie malienne. Mine et souveraineté économique, c'est le thème de cette 11e édition. À travers ce thème, les organisateurs expriment leur conviction selon laquelle les entreprises maliennes doivent prospérer et que l'or doit briller pour le Mali. Le thème de cette édition nous interpelle avec force. Pourquoi continuer à exporter nos ressources à l'état brut? Pourquoi laisser ailleurs la création de valeur issue de nos richesses? Le temps est venu d'inverser cette tendance et de bâtir des chaînes de valeur locales durables. À travers ce forum de Bamako, les organisateurs confirment leur ambition de faire de l'entrepreneuriat un levier de souveraineté. Et l'invité de la semaine aujourd'hui n'est autre que le président du CNPM, le Conseil national du patronat du Mali, Moussadek Bali. Il répond aux questions de Siliki Dambélé sur la problématique du financement des entreprises, notamment les PME et PMU. Une question qui était au centre des échanges de la première édition de la journée des solutions de financement initiée par le CNPM et ses partenaires. Je vous propose de suivre un extrait de leur entretien. C'est pas évident pour une PME d'accéder au financement pas qu'au Mali, c'est pas un problème malien, c'est un problème de façon globale pour tous les pays en voie de développement, et même des grandes nations ont résolu ce problème en sortant un peu d'ailleurs du cadre de la banque classique, de la banque commerciale, et en créant des structures ad hoc. Je peux citer la Banque publique d'investissement en France, le Small Business Administration aux États-Unis d'Amérique. Ces pays ont compris que pour aider le tissu économique, n'oublions pas, M. Dambélé,
que les PME, c'est 90% du tissu économique de nos pays et c'est 40% du PIB africain. Donc on a vraiment intérêt à accompagner parce que c'est vraiment ce tissu-là qui crée les emplois. Or, nous savons que le problème numéro 1 dans notre pays, c'est le manque de perspectives économiques, le manque d'emploi pour nos jeunes. Donc oui, les PME qui disent c'est compliqué, c'est difficile, il y a une part de vérité. Mais de l'autre côté aussi, ceux qui collectent l'épargne et qui prêtent cette épargne à ceux qui cherchent du crédit, donc les banquiers vous disent, les PME souvent sont dans l'informel. Les PME souvent viennent avec des dossiers qui ne sont pas bien ficelés. Il faut l'écouter, c'est juste après ce journal, c'est dans nos programmes. Le gouverneur de la région du Kidal à Aguelhok en visite pour soutenir le retour des populations déplacées internes. Sidi El-Midi Ag Al-Baka nous en dit plus. Le gouverneur de la région de Kidal, le général de division Al-Haj Gamou et le colonel Attaher Meiga, commandant de la zone de défense numéro 7, sont à Aguelhok à la tête d'une forte délégation. À peine foulé le sol de la ville martyre d'Aguelhok, le général de division et sa délégation ont eu droit à un bain de foule historique, traduisant la reconnaissance des populations civiles aux autorités de la transition et aux forces de défense et de sécurité maliennes. Vraiment une terre malienne. Il y en a qui disent qu'Aguelhok, il n'y a personne. Mais cette journée a confirmé que la population est là. La population est là. Nous sommes très joyeux et nous vous souhaitons la bienvenue de la commune rurale d'Aguelhok. Deuxième visite du général de division Al-Haj Gamou à Aguelhok en 3 mois. Des initiatives qui rassurent les populations du cercle d'Aguelhok. Après sa visite, nous avons reçu ici plus de 200 familles. La population est revenue et elle revient. Elle revient. On est vraiment très heureux et ça va encore attirer d'autres personnes à revenir. Cette visite du gouverneur de Kidal vise aussi à renforcer la cohésion sociale et la présence de l'État dans cette zone stratégique de la 8e région administrative du Mali. À Tombouctou, sortie de la 6e promotion en métier du livre de l'Institut Ahmed Baba. Forte de 16 diplômés, dont cette femme, cette cuvée rend hommage au docteur Mohamed Diagayaté et met en lumière la qualité de l'encadrement ainsi que le rôle crucial de la filière dans la préservation du patrimoine manuscrit. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était présent. La correspondance de Nedjim Baba Sissé et Maouloud Tandila. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a présidé la sortie de la 6e promotion de l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba Tombouctou, DIT en métier du livre. Les étudiants, par la voix de leur porte-parole, saluent l'engagement de l'encadrement et la qualité de la formation reçue. Aujourd'hui, nous remercions Allah, le tout miséricordieux, puis nos enseignants, nos encadreurs, notre directeur ainsi que notre bibliothèque universitaire, véritable cœur battant de notre formation qui nous a offert un accès précieux à la connaissance. Cette promotion forte de 16 étudiants, dont 7 filles, porte le nom de Dr Mohamed Diagayaté, directeur général de l'Institut et recteur par intérim de l'Université de Tombouctou. L'IRABT œuvre dans la sauvegarde du patrimoine écrit malien, africain voire universel depuis plus de 50 ans. Pour capitaliser cela, les autorités ont initié et piloté en 2019 l'ouverture de la formation DUT en métier du livre dans la filière bibliothéconomie et gestion électronique des manuscrits anciens afin de doter les détenteurs des manuscrits anciens des spécialistes en gestion du patrimoine manuscrit, mais aussi les services publics et privés en gestionnaire des archives. On a vu que les jeunes sont en train de changer, ils sont en train de chercher à étudier et cette étude, nous le souhaitons, Inch'Allah, ça va essayer de développer notre vie. Aussi, on nous dit à côté de chaque difficulté, il y a certes la facilité. Nous prions les difficultés qui sont dans le monde entier, que Dieu nous ramène la paix, la facilité. Le ministre Kansai affiche toute sa satisfaction et celle des hautes autorités pour cette promotion qui voit le jour, tout en démontrant l'importance de cette filière du métier du livre. Ces jeunes qui sortent aujourd'hui, munis de leur diplôme
universitaires technologie DUT peuvent être utiles non seulement à Tombouctou ici, mais aussi partout au Mali et au-delà. Ils sont très utiles pour les bibliothèques et les centres de documentation. Ils sont très utiles aux administrations. Ils sont très utiles aux ONG. Ils peuvent être très utiles même à la société civile. Le ministre boucle cette cérémonie par la visite guidée des manuscrits retournés, désormais à leur place initiale. Il laisse quelques mots dans le livre d'ordre de l'Institut. Auparavant, il avait rendu une visite de courtoisie à la notabilité où une fatia a été formulée pour faire des bénédictions pour le pays. Audience au Conseil consultatif de la refondation. Son président, Dr Mamadou Harouna Djingare, reçoit le représentant du président de la Commission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, chef de la mission Sahel, Dr Tangara Mamadou, en visite de travail de 48 heures au Niger. Ami d'Angilou, Suleiman Mahamadou, compte rendu. Le président du Conseil consultatif de la refondation, Dr Mahmoud Harouna Djingare, a échangé avec le haut représentant du président de la Commission de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel et chef de l'AMI Sahel, Dr Tangara Mamadou, sur la recherche des solutions concertées aux défis communs auxquels font face les pays du Sahel. Le sujet relatif à la collaboration renforcée pour soutenir les efforts de paix, de dialogue et de développement durable entre les pays de l'Alliance des États du Sahel AES et certaines institutions sous-régionales a également été évoqué. Je suis ici dans le cadre d'une série de concertations que j'ai entamées après une audience avec le président Assimi Goïta du Mali qui m'a fortement recommandé de visiter les pays de l'AES. En tant que représentant de la Commission de l'Union africaine et de voir dans quel cadre on peut aussi faciliter le dialogue entre les différents pays de la région. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, l'AES est une entité viable avec laquelle il faut composer. Parce que nous vivons dans une région où nos destins sont inextricablement liés. Et les solutions ne peuvent pas venir d'ailleurs. C'est à nous, fils de cette région, de pouvoir trouver une solution. Cette rencontre qui s'est déroulée en présence des membres du bureau du Conseil consultatif de la refondation CCR s'est déroulée dans une atmosphère cordiale marquée par un esprit d'écoute et de compréhension mutuelle. Ouverture du Forum national sur le financement de la santé ce mercredi à Ouagadougou. C'était sous la présidence du Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo. D'autres précisions avec Modeste Ouédraogo. Le tout premier forum national sur la santé se tient à Ouagadougou. Un rendez-vous historique qui réunit dans cette salle plusieurs experts nationaux et internationaux, des membres du gouvernement, des présidents d'institutions et le corps diplomatique. Pendant des décennies, le système de santé de Burkina Faso a reposé en grande partie sur l'appui des partenaires extérieurs. Aujourd'hui, le pays veut reprendre la main et le Premier ministre donne le ton. Je ne suis pas venu ici pour vous dire que tout va bien. La vérité, c'est que malgré les efforts consentis, nous avons encore beaucoup de défis à relever. Le budget alloué au ministère de la Santé, bien qu'en progression, s'est établi à 12%. Bien que insuffisant, ce budget est déjà exceptionnel au regard du contexte sécuritaire et humanitaire que nous vivons. Pendant des décennies, nous avons tendu la main pour des financements et de l'expertise. Ce temps doit être à jamais révolu, car la souveraineté sanitaire est au cœur du projet de transformation nationale que nous portons. Nous allons désormais fixer nous-mêmes nos priorités en matière de santé pour nos populations. Nous allons financer sur nos ressources propres notre système de santé et produire localement les médicaments essentiels, les équipements et les consommables dont nous avons besoin. Enfin, nous allons former nos propres cadres de santé en nombre suffisant avec les compétences adaptées à nos réalités.
Dans cette dynamique, le gouvernement burkinabé, avec l'ensemble des acteurs de la santé, explore de nouvelles pistes pour mettre en place un financement endogène, durable et adapté aux réalités nationales. Le parrain de cette première édition, le ministre de l'économie et des finances, insiste, lui, sur l'urgence d'agir. Dans le contexte actuel de reconquête de notre souveraineté et de la refondation de l'État, le financement de la santé devient un acte politique majeur parce que la santé ne doit pas être un privilège, mais un droit fondamental. Cette initiative mérite d'être saluée, encouragée et accompagnée avec détermination. Le Forum national sur le financement de la santé FONAFIS 2026 doit être le point d'inflexion vers un modèle de financement endogène, performant et aligné sur nos priorités nationales. Le forum ouvre également la voie à une vision plus large. Il s'agit entre autres de construire une industrie pharmaceutique nationale, valoriser la pharmacopée traditionnelle et garantir à chaque citoyen un véritable droit à la protection sanitaire. 3 jours de débats, de propositions et de décisions fortes. 3 jours pour poser les bases d'un système de santé plus fort et plus résilient. Les responsables de la plateforme citoyenne et patriotique Vesipa Mali étaient face à la presse pour annoncer la tenue d'un grand meeting prévu ce samedi 28 mars à la place de l'AES à Bamako dans le 6e arrondissement. Cette mobilisation citoyenne a pour but de soutenir le peuple nigérien suite à la déclaration du Parlement de l'Union européenne sur les affaires intérieures du Niger. Pour plus de détails, suivons le parrain national de Vesipa Mali, Boubacar Amadou Touré, est au micro de Kassim Diallo. Le 12 mars dernier, le Parlement européen, réuni en grand nombre, a adopté sous la forme d'un ultimatum une résolution pour exiger la libération immédiate et sans condition de l'ancien président Mohamed Bazoum. Pour nous, de la veille citoyenne de l'AES et du Mali en particulier, nous trouvons cette résolution plus qu'un simple sujet de débat, elle est plutôt un motif de combat. Une raison d'engagement ferme et résolu aux côtés de nos frères du Niger pour dénoncer et rejeter à la poubelle de l'histoire cette grave et inadmissible immixtion dans les affaires intérieures du Niger, pays indépendant et souverain. Le samedi 28 mars 2026, la veille citoyenne, la Vesipa, en véritable sentinelle et en partenariat avec les associations de la société civile, organisera un grand meeting de rassemblement, de dénonciation et d'information contre les agissements du Parlement européen dans notre espace AES. Et après ce meeting du samedi, d'autres actions d'envergure suivront. Aux côtés de nos militaires et de nos 3 chefs d'État, jusqu'au jour où le Parlement européen comprendra que les citoyens de l'AES et la jeunesse AES sont prêts jusqu'à la dernière goutte de leur sang à défendre leur héritage. Revenons sur la célébration des 33 ans de la radio Chaîne 2 qui est au service de la population malienne. Pour marquer cette date anniversaire, plusieurs émissions spéciales ont été programmées. Nous avons suivi quelques-unes pour constater l'ambiance, la joie et le professionnalisme dans le studio avec la participation des premières voix qui ont résonné sur la fréquence. C'est avec Awa Adama Koulibaly et Adama Traoré. La matinale de la chaîne 2, ici et maintenant. Un trio ouvre le bal de cette journée spéciale marquant les 33 ans de la 95.2. Le réalisateur, aux commandes, accompagné de ses animateurs, Bamako Matin réveille les auditeurs dès 6 heures. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2, à votre service. Cette voix, celle qui accueille, qui accompagne, qui
traverse les heures et les générations. C'est la voix de Adam Kouaté, dit Baron. Une émission s'éteint, une autre s'allume. Mais sur la 95.2, la magie reste intacte. Dans Yélé, l'invité du jour, aujourd'hui à la retraite, replonge dans ses débuts. Assis sur un simple tabouret aux côtés de son père, des voix l'ont marqué. La sienne, à son tour, marquera toute une génération à travers plusieurs émissions. Émission dɔ tun bɛ n bolo o ye makɔrɔbaw ka émission ye n tun b'o kɛ vendredi soir n tun ni Masaba Kulibali de tun b'o émission kɛ ɲɔgɔn fɛ kuma n'a kɔrɔ an y'o émission kɛ ɲɔgɔn fɛ n taara retraite la ka sɔgɔmada fɛ émission in tun bolo yelen kɔni denmisɛnninw ka émission n tun b'o kɛ o diyara n ye kojugu parce que denmisɛnninw tun ka di ne yɛrɛ ye. En fin de matinée, place au duo dynamique Fatou Diaby et Barakissa Kamaté dans Onde des génies. 33 questions pour les auditeurs. Mais le suspense dure. Tu en es sûr? Oui, je suis sûr. Et certain? Oui, certain. C'est gagné. Si certains découvrent à peine cette honte, les fidèles, eux, reconnaissent instantanément ce jingle. Sentimentale. Je suis en retard, je vais animer une émission tout de suite. C'est bon? Vous me suivez? Après plus de 2 décennies d'animation, malgré une pause, le retour se fait avec prudence, mais toujours avec passion. 33 ans d'amour, d'amitié, 33 ans de confidence, 33 ans de moments partagés entre vous et nous. L'homme s'est frémi en 66 ans. Alors, 33 ans, c'est le premier tour de cadran. Donc, c'est un point où on a fait le bilan. C'est vrai, tout n'a pas été positif, mais on a quand même fait ce qu'on pouvait. Et la chaîne 2 s'est imposée. L'onde de choc à Bamako, c'est la chaîne 2. L'heure file, les émissions se relaient, les animateurs se succèdent. Ce qui reste toujours intact, c'est la 95.2. Le retour de ces grandes voix n'est pas anodin. Histoire d'où on s'est dit que c'est l'occasion quand Bamounou temena chaîne de Gamoro Bamounou temena ou quand émission koro do kanu nyenamaya ali do mo nyenamaya mo kura mun ba ke uni ulu mo kana ke nyon feka mo hakili jigula donc on a une programmation spéciale. 33 ans après sa création, la chaîne 2 ne se contente pas de diffuser. Elle raconte des vies, traverse les générations et reste pour beaucoup une voix familière qui ne s'éteint jamais. L'onde de choc à Bamako, c'est la chaîne 2. Oui, c'est la chaîne 2. Dans la mouvance des festivités d'Aïd el-Fitr, une soirée culturelle dédiée à la paix a été organisée sur l'esplanade culturelle de la station ORTM Kidal, au grand bonheur des populations venues communier avec les autorités administratives, politiques et militaires. Idrissa Djibrila Maïga, Moussa Sanou Togo, reportage. Cette soirée culturelle est un moment de retrouvailles, de communion autour d'un idéal commun, le Mali. Un hommage très appuyé a été rendu aux forces de défense et de sécurité. Le centre culturel de l'ORTM, c'est notre deuxième initiative après le centre d'accueil Tchemongo Sagara, qui permet d'accueillir tous les missionnaires de l'ORTM au sein de la station régionale. L'année 2026 est dédiée par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, chef suprême des armées, année de la culture et année de l'éducation. Donc ces initiatives sont aussi notre part de contribution pour la réussite de cette année dédiée à la culture et à l'éducation. Mais c'est aussi un espace qui va permettre à l'ORTM d'organiser ses propres événements sans fournir assez d'efforts. Une autre mission de l'ORTM, c'est la cohésion sociale. On ne peut pas renforcer la cohésion sans donner à la culture sa place dans notre société. Les populations de Kidal, dans leur diversité ethnique et linguistique, ont apporté un éclat particulier à l'événement. Nous nous réjouissons de cette activité très salutaire. Elle est une occasion de cohésion sociale, de vivre ensemble qui a toujours caractérisé notre pays. Au nom du CCA, nous encourageons ce genre d'événements auxquels nous apportons tout notre soutien.
Durant toute la soirée, le public a été tenu en haleine par le groupe musical local Aratan Ntasik. La fête était belle. Désormais, tout laisse à croire que dans les semaines à venir, le nouveau président de la FEMAFOOT sera Mazou Baba Cissé. Je vous explique. Pour l'élection du nouveau président de la FEMAFOOT, il n'y aura finalement qu'une seule liste validée par la commission électorale sur 4 listes déposées, à savoir la liste du candidat Mazou Baba Cissé qui répond aux normes. Par contre, les 3 autres dossiers de candidature pour non-conformité sont rejetés. Ainsi, en a décidé ce jeudi la commission électorale de première instance de la FOOT, c'est là à la faveur d'un point de presse. Rappelons qu'un appel à candidature avait été lancé le 26 février par le secrétaire général de la FEMAFOOT et la date limite était prévue pour le 17 mars. On en sait plus avec Aridou Matina. Le processus d'élection du nouveau président pour la Fédération malienne de football vient de franchir une étape importante après le dépôt des candidatures. La commission électorale de première instance, une fois saisie des dossiers reçus, s'est réunie le lundi 23 mars pour examiner minutieusement, conformément au texte, les candidatures qui étaient au nombre de 4, à savoir les candidatures de Mazou Baba Cissé, promoteur d'ABM Foot et président FC Malikoura, de Djeneba Diallo, ancienne joueuse, d'Ali Badra Keita, dirigeant sportif, et de Amadou Maman Sango, journaliste. Et à l'arrivée, seule une liste, celle du candidat Mazou Baba Cissé, est conforme aux conditions exigées. Quand on a examiné les candidatures, on a remarqué que la liste de candidatures de Cissé avait obtenu 7 parrainages de Ligue sur 9. Ils ont aussi obtenu 14 parrainages de clubs professionnels sur 14. Toutefois, on a remarqué lors de l'examen de ces candidatures qu'il y avait 2 membres de sa liste de candidatures, 2 membres qui ont été frappés par les dispositions de l'article 69.4 des statuts par rapport aux incompatibilités. Parce qu'on a remarqué que les 2 membres en question étaient des agents du ministère des Sports et que l'article 69.4 interdisait à ces membres-là d'être partie de n'importe quel organe de la FEMAFOOT. C'est ainsi que dans les délais requis, parce qu'ils avaient 72 heures pour le faire, ils ont procédé au remplacement des 2 candidats en question. Cependant, les 3 autres dossiers n'étaient pas conformes aux critères demandés selon la commission électorale. Les 3 autres candidatures n'ont pas pu obtenir aucun parrainage, ni des ligues, ni des clubs professionnels. Dans ces conditions, leurs candidatures ont été bien évidemment rejetées. Composée de 5 membres, la commission électorale de première instance dit avoir travaillé sur les dossiers des candidatures dans le strict respect des textes et entend rester engagée pour un processus transparent, crédible et apaisé jusqu'à l'élection du nouveau président de la Fédération malienne de football le 16 avril prochain. Voilà, c'est compris. Abdoulaye Keita vous présentera tout à l'heure la météo. Vous avez également l'invité de la semaine avec le président du CNPM. Ce journal est terminé. Merci à tous pour votre fidélité à l'ERTM. N'hésitez pas à visiter nos plateformes www.ertm.ml et aussi nos réseaux sociaux. Bonsoir à tous.